Oui, bien sûr, Oui, je vous laisse faire. très bien. Alors, donc bonsoir à tous, à tous nos participants également, et bienvenue dans cette nouvelle session live de la série Infectiologie. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà la série et certains sont nouveaux, donc bienvenue à tous. Donc, la série Infectiologie est en partenariat avec l'ASPILF et la revue Infectious Disease Now, comme certains d'entre vous connaissent déjà. On a lancé cette série mensuelle ou quasi mensuelle depuis décembre 2020, où à chaque fois on accueille des intervenants sur des sujets d'infectiologie. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous le docteur Alexandre Blettreux, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière et qui va nous parler aujourd'hui des traitements non antibiotiques des infections bactériennes. Donc, si vous êtes prêt, docteur, je peux vous passer la main pour partager votre écran. Je suis parfaitement prêt. Ah, parfait. Donc, je vous passe la main et entre-temps, je profite de ce moment pour dire à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez en bas. Comme ça, on peut les traiter rapidement à la fin de la session. On va essayer de répondre au maximum de questions avec Dr Blettreux et Professeur Stahl également, qui est avec nous aujourd'hui sur la partie questions et réponses. Et donc voilà, à vous, docteur. Alors, je vais partager mon écran. Allez-y. Est-ce que c'est en plein écran? Oui, c'est parfait. Formidable. Bon, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci à Elsevier et puis surtout merci à Jean-Paul de me permettre de parler d'un sujet qui est d'actualité, parfois à portée de nos doigts de prescripteurs, parfois beaucoup plus en développement ou arrivant dans le futur. Et donc, on va essayer de voir ensemble les différentes stratégies de traitement innovatrices et en particulier les traitements non antibiotiques des infections bactériennes. Donc moi, je suis infectiologue à la Pitié-Salpêtrière et je suis membre du conseil d'administration de la SPILF. Je ne vous ai pas fait de diapo de liens d'intérêt, mais j'ai des liens d'intérêt avec une société qui fait des phages et avec des sociétés qui font des antibiotiques. Et je suis membre du groupe français de transplantation fécale. Voilà pour mes liens d'intérêt. Donc, quel type de nouveaux traitements antibactériens on a? Il y a deux très belles revues de la littérature qui ont été faites assez récemment et dont je me suis inspiré et vous pourrez les retrouver à la fin. Qui ont un peu exploré. Donc, il y a soit des molécules qui agissent directement sur les bactéries, finalement ce qu'on appelle les antibiotiques, qui peuvent être soit des molécules qui agissent directement, soit parce qu'ils vont potentialiser l'effet des antibiotiques, soit des nouveaux inhibiteurs de bêta-lactamase, soit des inhibiteurs de pompe des flux, soit ils vont élargir le spectre ou protéger les antibiotiques de la dégradation. Et puis, il y a aussi du repositionnement de molécules. Ça, on l'a beaucoup vu pendant le Covid avec beaucoup d'échecs. Mais ça existe aussi, ce type de pistes scientifiques et de pistes de recherche. Ensuite, il y a, et c'est surtout ça qu'on va aborder ensemble, les anticorps monoclonaux. Ça, maintenant, c'est aussi rentré dans votre quotidien avec les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. Il y a les bactériophages ou phages, dont je vous parlerai plus tard. Il y a les lysines, qui sont des protéines qui servent aux phages pour liser la paroi des bactéries, et puis tout ce qui est produit issu du microbiote, que ce soit la transplantation de microbiote fécal ou l'utilisation de différents produits issus du microbiote fécal. La moitié des projets en cours de développement à l'heure actuelle vont concerner des molécules à action directe, essentiellement sur des bactéries à Gram négatives et majoritairement par voie parentérale et avec des voies orales qui sont rares, mais aussi des développements de voies locales, de topiques cutanés et de voies par inhalation.
très rapidement, et puis on va clore cette partie que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire les antibiotiques et les nouvelles cibles d'antibiotiques, soit des anciennes molécules optimisées pour agir sur des anciennes cibles bactériennes, que ce soit les dernières générations de quinolones, les inhibiteurs de bêta-lactamase, les nouvelles bêta-lactamines qui peuvent utiliser des chélateurs du fer pour pénétrer dans les bactéries, des nouveaux aminosides, voilà, plein de nouvelles molécules, plein de molécules récentes dans des classes anciennes que vous connaissez déjà. Et puis, il y a surtout une grosse recherche sur des nouvelles cibles au sein des bactéries, donc soit des nouvelles cibles sur les ribosomes, soit des cibles au niveau de la membrane cellulaire, de la paroi, des mécanismes d'interférence génétique, que ce soit sur l'interférence sur des gènes, sur le blocage de la transcription, de la traduction, et puis des effets métaboliques. Et comme vous pouvez voir, c'est surtout centré sur les bacilles gram-négatifs et parfois aussi sur des spectres très larges touchant et gram+, et gram-. Pour ce qui est des anticorps monoclonaux, eh bien, j'ai emprunté cette diapositive au magnifique topo de Florent Valour que vous pouvez retrouver sur infectiologie.com sur le cours d'automne 2021. Au niveau des anticorps monoclonaux qui ciblent des bactéries, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de molécules qui sont soit en phase préclinique, soit déjà en phase clinique 1, 2, voire 3, avec des molécules qui vont cibler Staph doré, Pio, et puis Clostridium difficile également, et puis ensuite des bactéries qui posent des gros problèmes de résistance, que ce soit Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae ou Escherichia coli. Un des premiers papiers, on est sur du modèle de lapin chez qui on va poser une prothèse articulaire, chez qui on va administrer un cocktail d'anticorps monoclonaux dirigés contre des facteurs de virulence de Staph doré, que ce soit l'alpha-hémolysine, que ce soit des molécules cytotoxiques comme par exemple la PVL, que ce soit le cramping factor A. Et on va administrer soit des immunoglobulines polyclonales, et c'est tous les petits points bleus que vous aurez sur les graphiques, soit administrer ce cocktail d'anticorps monoclonaux dirigés contre ces différentes cibles, et c'est les carrés verts que vous aurez sur les différents graphiques. On administre 12 heures avant soit les IgG polyclonales, soit le cocktail, et puis ensuite on va injecter en intra-articulaire du Staph doré résistant à l'améthicilline qui vient de la souche épidémique USA 300. Et comme vous pouvez voir, eh bien, finalement, avoir reçu avant le challenge par du Staph doré résistant à l'améthicilline des anticorps polyclonaux qui ciblent des cibles spécifiques de Staph doré, eh bien, ça diminue le nombre de grammes de PU au site injecté, ça diminue de 1 log et demi la charge bactérienne au niveau du tissu synovial, et c'est la même chose au niveau de la prothèse ou au niveau de la capsule articulaire, avec des différences qui sont significatives, mais on est sur du lapin et sur peu de lapin. Un peu le même modèle, avec cette fois-ci d'autres anticorps monoclonaux qui vont cibler l'hémolysine pour le MEDI 4893 et puis la PVL pour le SAN 481. Là, on est sur un modèle de lapin ventilé. On va leur administrer 24 heures avant soit de l'immunoglobuline polyclonale, soit un seul anticorps monoclonal, le SAN 481, soit l'association MEDIC 4893 plus SAN 481. Et puis, on va ensuite sacrifier les lapins qui restent vivants et récupérer les lapins qui restent morts. Regarder la charge bactérienne, déjà regarder le pourcentage de survie. Et donc là, vous voyez que quand on reçoit
l'association, on est à 100% de survie à H96 versus 20% de survie si on reçoit des immunoglobulines polyclonales. Et si on reçoit que le SAN 481, on est à 80% de survie. Quand on regarde les variations de poids pulmonaire par rapport au poids complet, ben, on voit que plus un poumon est infecté, plus il est lourd. Et donc là, on voit qu'il y a moins d'atteinte pulmonaire, même si c'est non significatif entre les deux schémas thérapeutiques d'anticorps spécifiques. Par contre, par rapport aux immunoglobulines polyclonales, c'est mieux. Et puis, macroscopiquement parlant, eh bien, on voit que lorsqu'on n'a fait que des immunoglobulines polyclonales, on a un poumon complètement infiltré, hémorragique, nécrotique, et un poumon qui est qui est macroscopiquement moins atteint, voire sain, quand on a eu une protection, une prophylaxie par ces anticorps monoclonaux. Même mode opératoire, mais cette fois-ci pour de la PAVM à Pseudomonas aeruginosa, où ils ont randomisé immunoglobulines polyclonales versus un autre anticorps monoclonal qui agit sur deux cibles de PIO. Là, toujours à peu près la même chose, avec des sacrifices soit H36, soit H60. Et ce qu'on voit, et vous le voyez ici pour H36 et ici H60, c'est que les lapins qui ont reçu en administration prophylactique ces anticorps monoclonaux survivent, alors que les autres meurent plus ou moins rapidement. Il y a des différences significatives en termes de poids pulmonaire. Et par contre, et ça je ne vous l'ai pas montré, mais ça n'empêche pas la translocation de Pseudomonas aeruginosa. Ce que ça montre par contre, c'est que les lapins intubés ventilés ne vont pas faire de SDRA quand ils ont été reçus les anticorps monoclonaux, alors qu'ils vont faire du SDRA lorsqu'ils ont eu seulement des immunoglobulines polyclonales. On va passer maintenant à la phagothérapie. Donc, la phagothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de bactériophages ou phages qui sont des virus spécifiques des bactéries. Et la phagothérapie, elle peut être utilisée soit en utilisant des phages naturels, seuls ou en cocktail, c'est-à-dire en associant plusieurs phages différents, soit en modifiant les phages génétiquement, soit en utilisant des protéines de ces phages, en particulier les endolysines, soit en utilisant le phage comme un cheval de Troie qui va insérer un gène suicide dans les bactéries. Voilà, il y a plein de possibilités. Essentiellement, pour l'instant, les études en cours sont sur les Gram-neg et Pio en premier, et de l'autre côté, Staph doré. Très rapidement, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une foultitude de phages différents qui sont groupés dans des familles en fonction de la forme de leur tête, de la forme de leur queue et de la forme de leurs pattes. C'est un peu comme l'entomologie, mais au niveau microscopique. Il y a deux types de phages. Il y a les phages qu'on va dire lytiques, qui sont des phages qui vont interagir avec des récepteurs, se fixer sur la paroi, injecter leur adénome, entraîner un cycle de réplication, assemblage de nouvelles particules virales et puis lyse de la bactérie. C'est les phages dits lytiques. Grosso modo, un phage va entraîner la production de 30 à 100 phages après un premier cycle dans une cellule. Et tous les phages libérés sont capables eux-mêmes d'infecter une cellule. C'est extrêmement spécifique d'une espèce bactérienne, voire parfois d'un sous-type au sein d'une même espèce. Et puis, il y a les phages tempérés ou lysogéniques qui, eux, vont intégrer leur ADN dans l'ADN bactérien, sous forme de prophage, et qui peut rester en dormance et se réveiller de temps en temps, mais on ne parlera pas de cela au plan thérapeutique, parce que nous, on veut utiliser que des phages qui tuent les bactéries et qui ne s'intègrent pas au génome. Ces images, elles sont issues d'un joli film fait par un réalisateur et qui est passé sur Arte, qui s'appelle L'incroyable histoire des tueurs de bactéries. Et vous voyez, donc, le phage va, avec ses pattes
adhérer à la bactérie, injecter son génome, il va y avoir une multiplication au sein de la bactérie, puis au bout d'un moment, il y a tellement de phages et ils se mettent à libérer des lysines, ça va liser la paroi, ça va libérer des milliers, des centaines de nouveaux phages qui sont prêts à aller infecter des nouvelles bactéries. Donc en fait, c'est un traitement qui est ultra spécifique, très ciblé, autoréplicatif, et que vous avez à disposition sur votre peau, dans votre bouche, dans vos selles, sur vos urines, dans l'eau que vous buvez, dans la nourriture que vous mangez. Simplement, la question, c'est comment on fait. On a énormément de phages dans l'environnement, on ne le sait même pas, mais la question, c'est comment on arrive à identifier un phage qui est lytique sur des bactéries d'intérêt et qui ne pose pas dans son génome de problème, de risque de transmission de gènes de virulence ou de transmission de gènes de résistance. Et donc ça, c'est vraiment comment avancer pour la phagothérapie. Ça va être de développer des centres d'expertise, d'avoir vraiment un travail collaboratif au niveau international parce que chacun dans son coin, on ne peut pas y arriver. Apprendre à poser les bonnes indications. Quand est-ce que ça peut avoir un intérêt de le faire ou pas? Quel est le timing vis-à-vis des antibiotiques? Est-ce que je mets des phages avant mes antibiotiques? Est-ce que je mets des phages en même temps que mes antibiotiques? Est-ce que je mets mes phages après mes antibiotiques? Ça, on ne sait pas non plus. Ça nécessite beaucoup d'investissements financiers. Et l'idéal, ça serait qu'il y ait plusieurs centres dans le monde avec ces capacités d'avoir à la fois du banking de phages, c'est-à-dire des collections de phages très larges, de faire de la phage discovery dans les différents environnements. Et le meilleur endroit pour trouver des phages, c'est les eaux usées des hôpitaux, par exemple. Faire de la production industrielle et GMP, c'est-à-dire Good Manufacturing Produce. Construire on peut aussi maintenant construire des phages à façon, à partir d'espèces de soupes primaires d'ADN. Et ça, c'est des choses qui commencent à se faire. Travailler sur la galénique, le phage, comment est-ce qu'on l'administre? Est-ce que c'est une solution liquide? Est-ce que c'est un gel? Est-ce qu'on peut le lyophiliser? Est-ce qu'on peut l'encapsuler? Est-ce qu'on peut l'inhaler? Et puis, il y a des systèmes aussi de médecine personnalisée où un patient donné va avoir une bactérie donnée. Il n'y a pas de phage disponible dans les collections et on va entraîner des phages en les faisant repasser sur la bactérie de notre patient pour finalement avoir un phage actif. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'interactions, beaucoup de passion et de patience, de la rigueur scientifique et surtout, j'ai mis un peu, mais c'est surtout beaucoup de chance. Les lysines issues de phages, on va aller assez rapidement. Il y a plusieurs essais qui sont en cours, et en particulier le CF301 qui maintenant a comme nom Exebacase. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec la société qui produit cette molécule. Donc là, c'était un des premiers essais de combinaison de vancomycine plus cette lysine CF301 ou Exebacase dans un modèle de bactériémie murin. Ils avaient montré que déjà, il y avait un effet dose de cette lysine avec une survie aux alentours de 75% quand on arrivait à du 5 mg kilo en administration. Et puis qu'il y avait surtout une synergie lorsqu'on administrait à des souris du SARM et qu'on les traitait par vancomycine seule, c'est ce que vous avez en violet. Vous voyez qu'il y a 100% de mortalité à 72 heures. Par Exebacase seul, vous voyez que, pareil, à 48, 72 heures, il y a 100% de mortalité. Du placebo, c'est mortalité en 12 heures. Et quand on associe de la vancomycine à l'Exebacase, eh bien là, on avait 75% de survie chez les souris. Et puis, ils ont fait des essais et ils ont fait 7 essais de supériorité, donc randomisés 3 versus 2, d'une dose d'Exebacase à la dose de 0,25 mg kg en une perfusion de 2 heures, versus placebo associé à l'antibiothérapie que les cliniciens
avait choisi en fonction de la bactérie, qui pouvait être soit un staph-doréméticilline sensible, soit un SARM, et ça devait être une bactériémie. Et donc, les patients étaient inclus dans les 72 heures qui suivaient le diagnostic de bactériémie. Ils ont inclus 121 malades, randomisés dans les 2 bras. Le critère de jugement principal, c'était la réponse au traitement à J14. Et comme vous pouvez voir, en intention de traiter, il y avait pas de différence majeure il n'y avait pas de différence entre antibiotiques seul et une dose d'hexébacase plus antibiotique. Dans le sous-groupe MRSA, la différence était significative en faveur de hexébacase plus antibiotique. Et dans le groupe staph-doréméticilline sensible, la différence était non significative, mais la tendance en faveur de antibiotiques tout seul. Il y a d'autres essais qui sont en cours et c'est des choses qui devraient arriver bientôt. Pour ce qui est du microbiote, alors déjà, le microbiote, c'est un gros mot parce qu'il y a énormément de microbiote. Il y en a sur chaque partie de votre corps. À l'heure actuelle, ce qu'on connaît le plus, c'est la transplantation de microbiote fécal, mais il y a des nouvelles générations de probiotiques, le choix de bactéries commensales naturelles qui peuvent être utilisées. Il y a l'utilisation de produits de produits métaboliques qu'il y a dans le tube digestif ou différentes techniques. Les principales recherches en termes de bactéries et de bactéries qu'on peut utiliser pour décoloniser, par exemple, ou pour lutter contre des souches, ça va être, comme toujours, un Enterobacter, les staph, les Clostridium difficile. Si on revient très rapidement sur le microbiote intestinal, vous savez que vous avez plus de bactéries dans votre tube digestif que le total de vos cellules humaines, que le microbiote digestif il est composé de bactéries qui se répartissent dans 3 grands clades, les Bacteroidetes, les Actinobacteria et les Firmicutes. Mais il y a également beaucoup de virus, dont des phages, des champignons et des parasites. La transplantation fécale, c'est très vieux. Ça a commencé en Chine, où on administrait des suspensions de sel fécal pour les patients qui avaient des diarrhées sévères. Puis Li Shenzhet a décrit ça comme la soupe jaune ou la soupe du dragon, qui servait à traiter des syndromes dysenteriques. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats stationnés en Afrique du Nord se sont rendus compte qu'eux avaient la dysenterie, alors que les Bédouins qui buvaient au même puits, eux ne l'avaient pas. Et ils se sont rendus compte qu'ils mangeaient ils mangeaient les crottes séchées de leurs chameaux. Ils se sont mis à faire pareil et du coup, ils se sont rendus compte que la xénotransplantation fécale pouvait prévenir la diarrhée. Et puis, le premier essai clinique, c'est Eisenman en 1958. Le concept, c'est que vous avez un microbiote en bonne santé, vous êtes exposé à des antibiotiques, ça va libérer des niches écologiques. Si vous êtes colonisé à Clostridioides difficile, il va en profiter pour s'installer et se multiplier. Va y avoir une infection à Clostridium difficile. Ensuite, on va vous traiter. Ça va améliorer les choses. Clostridium difficile va diminuer. Et puis, à la fin du traitement antibiotique, soit on revient à l'état de santé antérieure, soit on a une récidive. L'idée de la transplantation de microbiote fécal, c'est que lorsqu'on est à cet instant-là, eh bien, on va venir vous apporter un microbiote dit sain pour venir recoloniser votre tube digestif, votre microbiote intestinal qui est dans un état de dysbiose. Voilà le concept en gros. Le premier essai randomisé contrôlé, c'est en 2013, publié dans le New England par Van Nood. Je suis désolé, c'est mal sorti, où ils ont comparé une TMF, 1 à 3 TMF, Vanco seul ou Vanco plus PEG, dans les ICD récidivantes. Et en fait, ils ont été obligés d'arrêter l'essai en milieu de parcours car ils s'étaient rendus compte qu'il y avait en gros, c'était trop défavorable d'être dans le groupe vancomycine par rapport au groupe TMF. Et donc, l'essai a été arrêté à moitié. L'effet est significatif. Et c'est depuis que tous les essais de TMF se sont développés et que maintenant, on recommande la TMF, que ce soit aux États-Unis
en Europe, en France, devant les infections à Clostridioides difficiles et récidivantes, c'est-à-dire que vous avez eu un premier épisode suivi d'une première récidive, et c'est à partir de la deuxième récidive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas plus de 8 semaines entre chaque épisode consécutif pour que vous ayez une indication à faire une transplantation de microbiote fécal. Mais ce qui est rigolo, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que c'était les bactéries. Et en fait, il y a des collègues allemands qui se sont dit, bah, tiens, on va essayer de faire de la TMF, mais sauf que là, on va enlever toutes les bactéries. On va les filtrer, on va donner que un élixir de liquide de sel et on va l'administrer à des patients qui ont une infection à Clostridioides difficile. Et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et ça fonctionnait pourquoi ? Eh bien, en fait, ils se sont rendus compte que dans ce filtrat, il y avait des bactériophages et que, en fonction de la composition de bactériophages, les patients malades à J0 n'avaient pas la même composition que le donneur et que simplement d'administrer le filtrat de phages à ces malades permettait de les améliorer cliniquement et surtout entraînait une amélioration de la diversité de leur microbiote et le microbiote des patients ressemblait au microbiote, enfin le virobiote des receveurs ressemblait à celui de leur donneur. Donc finalement, la transplantation de microbiote fécal sans bactéries, ça marche aussi, donc ça devient de plus en plus vertigineux. Et je vous présente ici un travail pour lequel qu'on fait avec Régis Tournebise, Catherine Ecker et puis notre collègue allemand Till Strauing qui a bénéficié d'un financement Rainer, où en fait on s'est dit dans les selles, il y a soit des bactéries commensales qui peuvent prendre la place, être en compétition avec des bactéries multirésistantes, par exemple, et nous, on travaille sur les Klebsiella multirésistantes, soit il peut y avoir des phages. Et donc, on a monté ce projet où on récupère des selles de donneurs. À partir de ces selles, on va s'en servir comme un milieu de culture pour des Klebsiella multirésistantes. On va catégoriser nos selles en susceptibles si la KP arrive à pousser, intermédiaire si la KP reste au même niveau, ou une selle résistante si la KP résistante a complètement disparu. À partir de là, on va regarder si on a des souches probiotiques ou si on a des phages, et puis on va réessayer de coloniser des selles dites susceptibles et puis d'administrer soit les probiotiques qu'on aura découverts, soit les phages qu'on aura découverts. Et puis on va faire la même chose sur des souris humanisées, et ça c'est nos collègues allemands qui vont faire ça. Bien évidemment, c'est des thématiques extrêmement excitantes, extrêmement porteuses, et je suis évidemment pas le seul à m'y intéresser, et je pense que le fait que vous soyez aussi nombreux le montre bien. Et il y a déjà de la structuration autour de tous ces, en anglais on dit non-traditional antibacterial therapy, et il y a eu un nouveau groupe de l'ECMID, qui est la société européenne, qui a été créée, avec un comité exécutif. On a un de nos collègues français, Tristan Ferry, qui est au bord de ce groupe-là. J'ai aussi le plaisir de faire partie de ce study group. Mais il y a d'autres initiatives aussi ailleurs, sur d'autres continents. Et je vous ai remis ici, en particulier cette review, et puis, enfin, ces deux reviews, mais il y en a des nouvelles qui ont été réactualisées, qui reprennent toutes ces non-traditional antibacterial therapeutics. Et j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et de votre attention. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez. Si vous voulez me voir dire des bêtises, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et je remercie tous mes collègues du centre de TMF de la PHP, du service de maladies infectieuses et tropicales de la Pitié, du CIMI et du groupe français de transplantation fécale, et puis bien évidemment de la SPILF. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'était en effet très enrichissant. Je vais juste repartager mon écran pour la session d'échange avec vous et ainsi que le professeur Jean-Paul Stel qui est en ligne avec nous également et voir s'il y a des questions.
de nos participants. Pour l'instant, j'en vois pas, mais n'hésitez pas à écrire vos questions. Moi, j'aurais une question à Oui. poser à Alexandre. D'abord, merci pour ce remarquable exposé. Alors, bravo. Là, on rentre dans la médecine infectieuse du futur et c'est assez enthousiasmant. La question, elle est toute simple. C'est-à-dire, tu as commencé à y répondre. Est-ce qu'on se dirige vers une médecine par les phages? Je parle là d'infection chronique, je ne parle pas de septicémie ou de choses comme ça, où là, on est pris par l'urgence. Mais est-ce que, dans quelle mesure on se dirige vers le traitement par les phages? Le plus bel exemple que tu donnes à la fin, c'est quand même l'infection à Clostridium difficile, où on rétrécit petit à petit le champ de la thérapeutique et hop, on arrive sur les phages, tout simplement. Alors, le vrai problème, en fait, de la phagothérapie, c'est quel répertoire de phages j'ai à ma disposition, deux, à quelle précision je les caractérise, et trois, est-ce que je suis en capacité de les produire de façon des bonnes pratiques pharmaceutiques actuelles. Et ça, en fait, ça a mis du temps, mais ça commence à se développer et ça se développe très, très fort. Là, en ce moment, il y a on ne va pas dire une compétition, mais une émulation majeure avec des centres en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en France, qui commencent à développer des capacités de production locale, de la recherche, de la galénique et des choses comme ça. Il y a même des réseaux, il y a un réseau Phage for Africa, où il y a des collègues qui font des choses absolument magnifiques. Donc, vraiment, c'est à la fois à la portée et à la fois compliqué. Pour ce qui est des indications, les infections chroniques, malheureusement, je pense que c'est une mauvaise indication pour les phages parce que c'est souvent, par exemple, nous, on fait un peu de phagothérapie compassionnelle et on se rend compte que, par exemple, dans l'ostéomyélite, on pouvait se dire, par exemple, l'ostéomyélite à Staph doré, ça pourrait être une bonne indication, l'ostéomyélite chronique. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où il y a des simples relations de rapport de force. C'est-à-dire que si vous mettez 10 millilitres de phage dans 1 litre de pus de Staph doré, vos phages, ils ne seront jamais assez nombreux pour pouvoir fonctionner. Donc, il y a encore beaucoup de choses à définir, à savoir où est-ce qu'on l'utilise. Le dernier point, qui est à la fois un super point pour les phages et à la fois un problème, c'est le côté ultra ciblé de la phagothérapie. Et donc, en fait, il faut aussi qu'on soit en capacité, très rapidement, de savoir quelle est la bactérie responsable, et deux, de pouvoir faire des phagogrammes quasiment en routine pour savoir si la bactérie qu'on a isolée, elle est sensible ou pas aux phages qu'on a à disposition. Mais il y a des choses qui sont faisables et nous, avec beaucoup de collègues, on a déposé un protocole de recherche qui est en cours d'analyse pour faire de la phagothérapie nébulisée en association aux antibiothérapies dans les PAVM APIO. Donc, l'idée là, c'est on met un cocktail de phages qui couvre X% de l'espèce, et puis ensuite on restreint le spectre de nos phages, mais on le fait dès le début, dès qu'on sait que c'est une pneumopathie APIO, et on va voir, et si l'étude peut se faire, on verra si ça diminue le nombre de récurrences et la mortalité. Et l'équipe de Lyon, par exemple, ils ont un essai là qui a commencé de phagothérapie intra-articulaire dans les prothèses de hanche et de genoux chez des patients avec un risque opératoire trop important, qui a déjà démarré. Donc voilà, il y a plein d'essais un peu partout dans le monde qui sont soit en attente, soit vont démarrer, et je pense qu'effectivement, dans les 5-10 ans, ça va être un boom. Et peut-être qu'on se rendra compte aussi que le phage en entier, on n'en a pas besoin et que finalement, juste la lysine ou juste une autre protéine qu'on n'a pas encore trouvée, identifiée, peut suffire pour booster les traitements qu'on a déjà. Très bien, merci. Je vais essayer de répondre, de vous poser plutôt les questions qui sont en train d'être posées au moment que vous parliez. Alors, est-ce qu'il y a un risque de résistance aux phages? Est-ce que c'est envisageable selon vous?
Oui, ça a déjà été décrit. Des patients traités par phagothérapie dont la souche devient résistant aux phages administrés. Alors, en évolution expérimentale, ça, on le connaît, hein, c'est quand on fait coévoluer des bactéries et des phages ensemble, c'est la théorie de la dame rouge. C'est-à-dire que si on les met en coexistence, et en fait, c'est des millions d'années de coévolution, hein, les phages et les bactéries, ça fait des milliards d'années qu'elles sont sur Terre. Et donc, ils s'adaptent un peu en permanence. Un coup, l'un gagne, un coup, l'autre gagne. Donc, si on fait de l'évolution expérimentale, finalement, ils finissent par se neutraliser. Chez des patients, par exemple, qui avaient eu des phages anti-pio, on s'est rendu compte que, en fait, le pio qui était tautoaire s'était resensibilisé aux antibiotiques parce qu'un des sites de fixation des phages, c'était des porines, enfin des systèmes d'efflux. Et que pour pouvoir ne plus être attaqué par le phage, et ben le pio a down-régulé ses porines pour échapper aux phages, mais du coup, comme il down-régulait ses porines, et ben ça le resensibilisait aux antibiotiques. Donc, c'est encore des relations qu'on ne comprend pas encore forcément très bien, mais oui, c'est possible de sélectionner de la résistance aux phages. D'ailleurs, c'est un problème. Je pense qu'il y a une... Pardon. Il y avait une question, la phagothérapie serait-elle aussi efficace pour les BMR et les BHR? En fait, c'est ça qui est bien avec la phagothérapie, c'est que les phages, ils s'en fichent de savoir quelle est l'enzyme, quelle est la bêta-lactamase ou carbapénémase que porte la bactérie. Le phage, lui, son seul point d'accroche, c'est est-ce qu'avec mes pattes, je peux me fixer à cette bactérie-là? Le mécanisme de résistance en lui-même, ça n'a pas d'impact. Donc oui, un phage qui est efficace sur une klebsielle, qu'elle soit sensible ou résistante, si elle a le même sérotype capsulaire, les mêmes récepteurs extérieurs, il fonctionnera de la même façon. Très bien. Et par rapport à la question de la résistance, il y avait aussi une autre question. La bactériophage se fixe sur les récepteurs spécifiques. Est-ce que pour ces récepteurs-là, le gène qui les code ne risque pas de subir une mutation et par conséquent une résistance aux bactériophages? Alors, j'ai déjà un peu répondu, mais oui, effectivement. Effectivement. Après, encore une fois, en France, on doit en être à, allez, si je suis large, une cinquantaine de patients qui ont reçu de la phagothérapie. Si on va dans le monde, si on a dépassé le millier, ou allez, les 5000, soyons très, très larges, 5000 patients qui ont été dans l'ère moderne, qui ont été traités par de la phagothérapie, c'est beaucoup. Après, si on regarde toute la médecine de l'ex-bloc soviétique, de 1945 à 1990, la Géorgie, par exemple, c'était le mode de traitement majoritaire des infections bactériennes. Donc, il y a des expériences énormes, mais simplement, du fait du rideau de fer, et ben, c'est des choses qui se sont perdues en Europe occidentale et dans d'autres continents. Donc, il y a plein de choses à redécouvrir. En fait, on redécouvre la roue, c'est super. Parce que c'est une thérapeutique qu'on utilisait en France dans les années 20. Hein. C'était à la monographie du Vidal jusqu'en 1973, les phages. En tout cas, des cocktails de phages. D'accord. Est-ce que, du coup, vous voulez qu'on traite une autre question ou deux, peut-être ou... C'est à vous de me dire. Nous, on a le temps, c'est plus vous. Si vous voyez une question intéressante, peut-être la première en rapport avec le phage. Alors, effectivement, les bactéries, comme c'est une bonne remarque de Vincento. Les bactéries, je ne vous ai pas mis la diapo, mais les bactéries, elles ont plein de moyens de résister et de répondre à l'agression des bactériophages, dont le système CRISPR-Cas, effectivement. Et les bactériophages ont des moyens de contourner ces moyens de contournement. Voilà, donc on ne connaît pas encore tous les mécanismes. L'idée, c'est aussi de se dire que pour le moment, ce n'est pas remplacer les antibiotiques par des phages. C'est dans les situations d'infection compliquées, booster nos traitements antibiotiques par autre chose, que ce soit des phages, que ce soit des lysines,
que ce soit des transplantations de microbiote fécal. Le Clostridioides difficile, par exemple, on fait d'abord quelques jours d'antibiotiques pour contrôler l'infection, et la transplantation de microbiote fécal vient finir le travail et surtout prévenir la récidive. Et donc, en fait, par exemple, les phages, ça va être un peu la même chose. Moi, pour le moment, je n'imagine pas d'essai randomisé, par exemple, bêta-lactamine versus phage dans l'angine ou dans la pneumonie. Je pense qu'on n'en est pas encore là, ça sera dans 10, 15, 20 ans. Pour le moment, c'est vraiment déjà prouver que ajouter des phages à une prise en charge actuelle, recommandée et optimale apporte un bénéfice. Si on arrive à démontrer ça, bah, ça ouvrira la porte à d'autres types d'essais. D'accord. Et par rapport à la durée du traitement, il y a 2 questions par rapport à ça. Est-ce qu'en général, c'est la même durée de traitement antibiotique et comment le suivi de l'efficacité pourrait-il être fait? La durée du traitement, ça dépend. Dans les infections de prothèses de genoux, par exemple, nos collègues lyonnais, ils font une injection péropératoire. Dans d'autres infections, on peut être amené à refaire des injections. Moi, j'avais traité un ampième extradural avec une seule injection dans l'espace extradural. Dans les infections pulmonaires, il n'y a pas très longtemps, on a pris en charge un malade, on lui a fait des nébulisations 2 fois par jour pendant une semaine. On a fait de la phagothérapie intraveineuse et ça se passe très bien. Voilà, donc il y a plein de façons de l'administrer. La durée du traitement, c'est difficile. Théoriquement, l'idée, c'est que quand on arrive à administrer suffisamment de phages pour que le rapport phage-bactérie soit en faveur des phages, ensuite, c'est un traitement auto-réplicatif qui est censé continuer de s'expandre tant qu'il y a de la bactérie. Mais ça, c'est la théorie. Après, comment on peut le monitorer? On peut faire des QPCR pour savoir quelle est la quantité de phages dans un liquide donné. Et puis, savoir si ça a marché, ça, c'est la clinique. Est-ce que votre patient va mieux? Est-ce qu'il a diminué ses paramètres biologiques d'inflammation? Est-ce que s'il avait du mal à respirer de l'oxygène, il n'y a plus besoin d'oxygène? Est-ce que s'il avait de la fièvre, il est devenu apyrétique? Ça, c'est la clinique, que ce soit des phages, des antibiotiques ou du paracétamol. J'ai vu qu'il y avait une question sur le BK. En fait, sur le BK, effectivement, il y a des phages qui sont actifs sur les mycobactéries et il y a des équipes qui commencent à travailler là-dessus. La stabilité et la conservation, effectivement, pour le moment, c'est un peu compliqué. On sait que ça peut rester plusieurs semaines dans des fioles à 4 degrés. Il y a des collègues qui font de la lyophilisation et là, si on les lyophilise, ça peut tenir 1 an à température ambiante. D'accord. Il y avait aussi une question par rapport au risque de contamination par les phages, surtout pour les patients immunodéprimés. Alors, les phages ne sont pas capables de s'attaquer aux cellules humaines. Ils sont capables de pénétrer dans les cellules humaines s'ils se sont fixés sur une bactérie. Ils vont d'ailleurs aider les cellules du système immunitaire inné à reconnaître la bactérie et à faire de la phagocytose. Mais en tout cas, les phages ne sont pas capables de détruire, d'infecter des cellules humaines en tant que telles. Donc, a priori, mais encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question, à vous dire non, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas eu assez d'utilisation et on n'a pas le recul pour pouvoir répondre complètement à cette question. Mais a priori, chez les immunodéprimés, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, très bien. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. On a aussi une intervention par rapport aux thérapies innovantes, la lutte contre l'antibiorésistance et l'utilisation de nanoparticules métalliques. Ouais, alors les nanoparticules, c'est vraiment des trucs où j'y connais rien. Donc, du coup, je ne vais rien dire. D'accord, très bien. En tout cas, il y a 2 liens si vous voulez les consulter. Ouais, en tout cas, merci pour les liens. Je vais regarder ça. Merci à tous, merci à vous, spécialement Dr Alexandre Petreux et professeur Jean-Paul Stahl pour cette session très enrichissante. Donc on a dépassé l'heure, mais évidemment il y avait plein de questions intéressantes, donc merci à tous.
Je profite juste pour vous dire que la prochaine session aura lieu le 30 juin et le sujet sera d'actualité sur la variole du singe. Donc pour vous inscrire, n'hésitez pas à visiter notre site internet, la page spécifique à la série infectiologie. D'ailleurs, petite parenthèse, vous y trouverez également une série de podcasts, toujours en partenariat avec la SPILF et Infectious Disease Now. Donc voilà, merci à tous. Et si vous avez une question ou une interrogation, n'hésitez pas à nous écrire sur csfrance@elsevier.com. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui peuvent ou ceux qui y seront, la semaine prochaine, c'est les JNI, le Journée nationale d'infectiologie, le congrès de la Société de pathologie infectieuse de langue française, de mercredi à vendredi. Et je pense qu'il y aura sur les réseaux beaucoup de nos collègues qui vont vous relayer des infos. Et j'espère que vous pourrez y aller ou au moins suivre ça à distance. Le mieux, c'est d'y être présent, évidemment. Ah oui, mais on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Merci pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Au revoir.